Et je voyais juste pas d'avenir, en fait. Bien, intimider, ça peut être criminel. Bien, c'est arrivé souvent qu'on me dise cette phrase-là. Tu devrais aller chez Canac, les cordes sont en spécial. En voulant me dire, tu devrais te pendre. Il faudrait vraiment prendre ça plus au sérieux, là, en étant témoin, entre autres, là, de vraiment le dénoncer. Plus, pas avoir peur de le dénoncer. Donc, quand j'étais victime d'intimidation, j'étais pas consciente à ce moment-là que j'étais victime d'un acte criminel. Quand je pense à des termes comme gay, fif, tapette, bitch, conne, à force d'entendre ces mots-là, on sait pas qu'est-ce que la personne qui l'entend peut vivre. On se sent menacé, on se sent harcelé. On se rend compte qu'autour de nous, les gens s'en vont. Bien, il faut qu'il y ait un cessez d'agir. Moi, c'est Christina Lamé-Bélanger. J'ai 22 ans et je suis la seule fille et l'aînée d'une famille de 3 enfants. Je suis native de Lévis, puis actuellement, j'y demeure encore, mais avec mon copain avec qui je partage ma vie depuis un peu plus de 3 ans déjà. Dans le fond, pourquoi j'ai choisi de donner un témoignage sur l'intimidation, c'est parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Puis aussi parce que j'ai été intimidée pendant de longues années quand j'étais jeune. Puis ça m'a beaucoup affectée. Puis pendant des longues années, même après que l'intimidation ait cessé. Puis aussi parce que même si on entend peut-être plus parler qu'auparavant, je trouve qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont touchées par l'intimidation, qui en sont victimes. Je m'appelle Danny Fontaine. Je suis coordonnateur du comité intimidation à la Commission scolaire des premières seigneuries à Québec. Donc, à l'école secondaire où je travaille, quand on parle d'intimidation, on va souvent parler de gestes répétitifs. Ça peut être soit des mots qu'on peut dire, ça peut être donc des mots blessants, ça peut être des gestes humiliants qu'on peut faire, ça peut être simplement accrocher la personne, faire exprès de nuire à son environnement, à sa bulle peut-être par certains moments. Pour moi, ça a commencé au primaire, mais je dirais peut-être plus vers la 3e, 4e année que c'est devenu plus intense, on va dire. Je me faisais traiter constamment de grosse, de petite conne, de pas belle, de rejet. Ça arrivait souvent qu'on riait de ce que je portais, puis on traitait ma famille de pauvre. Quand je retournais chez moi sur l'heure du dîner ou après les cours, c'est arrivé une couple de fois qu'on me lance des boules de neige en me criant des insultes. Ou il y a aussi une fois que j'étais sortie promener mon chien proche de chez moi. Puis j'ai rencontré sur mon chemin des jeunes de mon quartier qui allaient à la même école que moi aussi. Puis ils ont commencé à me lancer des insultes, puis à dire que mon chien, il était laid. Puis il y en a 2 d'entre eux qui se sont mis à donner des coups de pied à mon chien. Puis les autres qui les accompagnaient, soit qui riaient ou ils faisaient juste rien, ils faisaient mine de rien, finalement. Je me nomme Josée Laflamme, je suis coordonnatrice aux relations avec la communauté à la Sûreté du Québec. L'intimidation, c'est le fait d'insulter ou de livrer des messages négatifs ou cruels envers un individu. Fait que c'est le fait que par nos actions, par ce qu'on va dire, parce qu'on va communiquer par message ou par image, on cherche à nuire à une personne, à le faire sentir mal à l'aise, puis peut-être même aller jusqu'à détruire sa réputation. On me rejetait, j'étais tout seul pendant les récrés, puis ou des fois, il y a du monde qui venait m'insulter ou me dire de quoi par rapport à mon physique. Souvent, en éducation physique, il arrivait un moment qu'il fallait former des équipes, puis c'était les élèves qui formaient et non le prof. Puis, là, il nommait un chef d'équipe. Puis là, il choisissait les personnes qui voulaient dans son équipe. Puis souvent, je me ramassais dans les dernières personnes à être choisie. Puis ça arrivait souvent aussi que j'étais la dernière à être choisie. Disons que ça m'aidait pas à avoir confiance en moi. Et puis je me sentais rejetée, pas acceptée. Là. Je me disais, voyons, pourquoi que le monde m'aime pas?
Je fais de la prévention à l'intimidation dans les écoles primaires aussi où je travaille. À ce moment-là, à l'école primaire, je fais des ateliers en classe. À l'école secondaire, je vais travailler avec un comité qu'on peut dire multi, donc des membres du personnel professionnel, du soutien et des enseignants, enseignantes. Certaines personnes s'occupent aussi du comité intimidation jeunes. Donc, il y a des jeunes qui font des choses dans l'école pour soit être les yeux qui vont venir aider à reconnaître des situations d'intimidation ou à dénoncer, et ou faire des activités qui vont promouvoir une attitude plus intéressante, plus harmonieuse dans l'école. Quand on m'intimidait, je répliquais pas. Je faisais semblant que ça me touchait pas. Finalement, je me disais qu'en les ignorant, il allait peut-être arrêter. Je me disais que c'était pas si grave que ça allait finir par passer, puis que c'était rien, finalement. Bien, en secondaire 2, ça a été ma pire année d'intimidation. J'ai souvent pensé de mettre fin à mes jours. Puis, c'était beaucoup d'intimidation verbale, beaucoup de rumeurs pour nuire à ma réputation. Puis, des insultes comme, exemple, Fazera, grosse pute, où on m'appelait la planche parce que j'étais mince puis j'avais pas de seins. Bien, c'est arrivé souvent qu'on me dise cette phrase-là. Tu devrais aller chez Canac, les cordes sont en spécial, en voulant me dire tu devrais te pendre. Souvent, les jeunes ne se rendent pas compte que le discours qu'ils portent envers leurs amis ou leur entourage ou les élèves qui sont plus proches d'eux peut avoir un impact négatif. Puis, quand je pense à des termes comme gay, fif, tapette, bitch, conne, des mots qui, en fin de compte, on va se dire ça juste pour rire, en même temps avec une petite bine sur l'épaule. Donc, c'est des termes qu'on entend puis qu'on essaye de dire que c'est amical, mais à un moment donné, à force d'entendre ces mots-là, on ne sait pas qu'est-ce que la personne qui l'entend peut vivre. Donc, à ce moment-là, oui, ça peut devenir de l'intimidation. C'est important de faire attention à nos mots. Puis, si on savait c'était quoi l'origine du mot « fif », je pense qu'on ne l'utiliserait pas. Si on savait la définition du mot « gay », bien là, ça veut dire « good as you », aussi bon que toi. Donc, tu es aussi bon que moi, je suis aussi bon que toi. Donc, pourquoi tu viendrais utiliser ce terme-là pour essayer de diminuer? Parce que souvent, c'est ça. Hein? C'est de l'humour, c'est juste de l'humour, mais on vient diminuer la personne par un terme qu'on trouve drôle, mais à force de dire des termes qui ont été peut-être utilisés pour diminuer des gens, bien, on finit par créer de l'intimidation ou du moins l'encourager dans notre environnement. Puis, j'ai pas juste subi de l'intimidation verbale, il y a aussi eu des fois que c'était de l'intimidation physique. Comme par exemple, on me poussait dans les corridors, on me bousculait dans les corridors, on me poussait dans ma case. Puis, ou même des fois, on me claquait une fesse. Je me faisais voler mon étui à crayon puis mes cahiers, puis on les jetait dans les poubelles. Aussi, mon principal intimidateur, il avait les mêmes cours que moi. Souvent, il en profitait quand le prof... il y a un prof qui sortait de la classe pas longtemps pour aller chercher quelque chose. Il prenait mes affaires, comme mon agenda, mes cahiers, puis il barbouillait dedans, puis il déchirait les pages qu'il y avait à l'intérieur. Je suis venue à un point que je me détestais, parce qu'à force d'entendre les insultes puis ce que les autres disaient sur moi, je finissais quasiment par y croire, là. Je me disais, ils ont peut-être raison, là. Je me sentais rejetée, pas acceptée par les autres. Puis j'avais mal en dedans de moi. Je voulais juste partir,
pour plus avoir à souffrir, finalement. J'avais peur d'en parler parce que je me disais que si j'en parlais, ça allait empirer, finalement, que mes intimidateurs ils allaient le savoir, puis que je me disais encore une fois, ça va peut-être bien finir par passer. Là. La meilleure amie qu'elle pourrait avoir dans toute sa vie, ça serait sa mère. Qu'elle pourrait tout dire à sa mère. Que ça serait la personne qui comprendrait le plus. J'ai aussi, pendant cette période-là, j'ai vécu de la cyberintimidation. J'avais un blog. Dans ce temps-là, c'était bien populaire chez les filles. Se faire un blog avec, en mettant avec des photos de nous autres, de nos amis, puis avec des petits textes, des citations. Puis j'en recevais des commentaires. J'en recevais souvent des commentaires anonymes qui étaient dégradants. On m'insultait, puis on me disait des affaires comme tu mérites pas de vivre, t'es juste une pute, t'es tellement laide que ta face, ça me donne le goût de vomir, personne t'aime. La cyberintimidation, c'est le fait de diffuser des messages ou des images, que ce soit cruels ou harcelants, envers une personne. Mais à ce moment-là, on va utiliser des médias électroniques. On peut utiliser Internet ou différents outils électroniques qu'on a à notre disposition. Les jeunes vont chercher eux-mêmes à trouver des solutions et à régler leurs problèmes, soit parce qu'ils ne veulent pas, soi-disant, stouler l'intimidateur ou parce que vraiment, ils ne connaissent pas la distinction entre ce qui est passable comme comportement, regrettable mais passable comme comportement, puis ce qui va être criminel. Alors, malheureusement, les jeunes attendent beaucoup, souvent très tard, là, avant de porter plainte puis d'aller vers des ressources. La principale raison qui m'a amenée à donner ce témoignage-là, c'est qu'au début de l'été 2015, ma famille et moi, on a été frappés de plein fouet par le décès de mon frère Alexandre, qui était seulement âgé de 14 ans. Il a décidé de s'enlever la vie. Puis personne ne l'a vu venir, y compris moi-même, qui a déjà eu des idées suicidaires dans le passé. Ça nous a tout... ça a été un véritable choc. On se questionnait pourquoi, qu'est-ce qui avait fait en sorte qu'il pose ce geste-là. Puis c'est seulement un peu après son décès qu'on a appris qu'il était victime d'intimidation à l'école, que ça aurait été un des principaux facteurs qui aurait probablement contribué à sa souffrance au point qu'il est venu à considérer que le suicide était une option et a malheureusement passé à l'acte. Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis la mère de Christina et Alexandre. Là, le plus dur, c'est avec mon garçon, Alexandre, qui avait l'âge de 14 ans, dont j'ai jamais vu aucun signe. C'est un enfant renfermé, souriant, chaleureux, sociable, en tout cas très, très colleux envers moi. Aucun signe évident pour me dire qu'il n'était pas bien en lui. Puis le jour que c'est arrivé, on n'a jamais compris. En ayant moi-même vécu de l'intimidation, je suis capable de comprendre ce que mon frère a pu ressentir, à quel point il a pu souffrir puis avoir mal en dedans de lui. À force de te faire répéter les mêmes affaires, de subir les mêmes gestes des autres, de tes intimidateurs, tu finis par croire que le monde serait peut-être mieux sans toi. Puis c'est à la fin de mon secondaire, puis un peu après, j'ai sorti avec un gars. C'est une relation amoureuse qui me détruit, je dirais, parce que le gars en question, il était pas correct avec moi. C'est sûr qu'au début, ça allait bien. Puis à un moment donné, il a commencé à m'insulter, à me dire des noms, à me rabaisser, puis à m'humilier devant nos amis, des fois, devant nos amis, des connaissances, puis même des fois devant des inconnus. Et c'est arrivé aussi une fois qu'il m'avait crié un nom, puis il y a une de ses amies qui l'avait entendu, puis là, elle s'est revirée de bord, puis hey, tu parleras pas de même à ta blonde, voyons, ça se fait pas. Qu'est-ce que t'as à dire ça? Puis elle s'était fâchée après. Fait que, à ce moment-là, je me suis comme dit, ouais, dans le fond, c'est peut-être pas moi qui est dans le tort. Je sentais qu'il y avait quelqu'un qui
qui m'appuyait, puis qui me faisait réaliser que j'avais pas à endurer ça, que c'était pas normal, puis qu'aucune fille aurait accepté ça de la part de son chum, finalement. C'est important de remettre aussi la responsabilité aux personnes qui sont témoins de l'intimidation dans le milieu. Donc, à ce moment-là, on a des outils pour eux, que ce soit un cartable de dénonciation qui est placé au secrétariat dans un cubicule où, dans le fond, on ne peut pas vraiment voir, les autres élèves de l'école ne peuvent pas venir voir que tu es venu écrire pour dénoncer, puis c'est totalement anonyme. Il y a aussi une ligne téléphonique où les témoins ou encore la personne qui a vécu de l'intimidation, qui est un peu gênée d'aller rencontrer quelqu'un, peut soit utiliser le téléphone, laisser un message sur le répondeur ou encore aller directement au cartable écrire. Le meilleur conseil à donner à un jeune qui vit de l'intimidation, puis à partir du moment où, dans ce qu'on ressent, on se sent mal à l'aise à l'intérieur, puis on se sent menacé, on se sent harcelé, on n'est plus bien, on se rend compte qu'autour de nous, les gens s'en vont, bien, il faut qu'il y ait un cessez d'agir. Donc, si ça se passe par Internet, on va dire aux jeunes d'en parler à un adulte le plus rapidement possible, même si c'est pas ce qu'il a le goût de faire. Au niveau de ses réseaux sociaux, on va inviter le jeune à bloquer la personne, à le retirer de ses amis, éviter les communications avec cette personne-là, puis communiquer avec un adulte là, pour voir quels conseils puis quoi faire avec cette situation-là. Cette relation-là m'a mis un peu de chaos. J'étais déjà faible au niveau psychologique. Puis à un moment donné, je restais dans ma chambre, puis je faisais plus rien. Je restais couchée, je mangeais plus. Puis c'est une amie à ma mère, elle est venue me voir, puis elle a décidé de m'envoyer à l'hôpital en psychiatrie. Un peu, dans le fond, j'ai comme été emmenée à l'hôpital un peu de force, là. Puis ça, j'ai été hospitalisée pendant à peu près une semaine en psychiatrie. Je me suis trouvé des raisons pour sortir le plus rapidement possible. Je disais que j'allais bien, que j'allais être correcte, mais finalement, c'était pas tant le cas, là. C'est juste que je voulais sortir parce que j'étais tannée d'être là. À un moment donné, je suis venue à penser de plus en plus au suicide, puis j'ai passé à l'acte. Puis je me disais que c'était le seul moyen de mettre fin à toute la souffrance que j'avais vécue depuis longtemps, ça serait de mettre fin à mes jours. Parce que j'avais l'impression que j'étais prisonnière de ma souffrance pour toujours, que je pouvais pas m'en sortir, que il y avait plus d'autre issue, là. Je me suis éloignée de certaines personnes qui étaient nuisibles pour moi. J'ai fini par m'en rendre compte. Puis c'est le genre de personne qui ne m'aidait pas à passer au travers, finalement, qui ne m'aidait pas à reprendre confiance en moi. Puis en changeant d'entourage, ça aussi, ça l'a beaucoup aidé à m'en sortir. Je me suis encore ramassée à l'hôpital. Puis ils m'ont gardée une nuit. Puis je me suis encore trouvé des raisons pour sortir. Puis ils me demandaient si j'étais correcte, mais dans le fond... Puis je leur disais que oui, mais non, moi, je venais de faire une tentative de suicide, je pouvais pas être correcte. C'est sûr que c'est important de le dire, parce que si j'attends que quelqu'un remarque que je vis de l'intimidation, ça peut être très long. Et la seule façon d'être certain qu'on puisse m'aider dans cette situation-là, c'est d'aller vers quelqu'un, vers une ressource, une personne ressource dans mon milieu, ou encore vers un de mes parents pour dénoncer la situation. Mes parents, ils cherchaient à parler avec moi, puis moi, je les ignorais. Je cherchais à fuir. On pouvait pas s'expliquer, finalement, puis comprendre. Et je suis déménagée seule. Puis j'ai été à peu près 1 mois sans voir mes parents. À un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait un vide dans ma vie, qu'il me manquait quelque chose, que finalement, j'avais besoin de mes parents, puis il fallait que je leur parle pour me sentir mieux. Puis c'est à partir de ce moment-là que
quand je suis retournée voir mes parents, puis que j'ai recommencé à leur parler, puis que j'ai commencé à m'ouvrir plus à eux, que je me suis sentie plus libérée, puis que je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment du bien. C'était ça que j'avais de besoin, finalement, en parler, de tout ce que j'avais vécu. C'est ça qui m'a aidé à m'en sortir. Si je leur avais parlé avant, peut-être que ça leur aurait sûrement aidé, puis la relation n'aurait pas été aussi tendue aussi longtemps. En me confiant plus à eux, ça m'a beaucoup aidé au niveau psychologique. Ça a été libérateur. Puis ça m'a permis de... Je dirais que c'est pas mal ça qui m'a permis de m'en sortir. Suite à une dénonciation, on va rencontrer l'intimidé et l'intimidateur. Puis, il va y avoir une première rencontre et on va expliquer, entre autres, à l'intimidateur, c'est quoi les conséquences, c'est quoi les suites, si ça se poursuit. Et souvent, la majorité des cas s'arrêtent à la première rencontre. Simplement que le jeune sache qu'on est au courant. Donc, c'est pour ça que c'est important de briser le silence. Parce que dès que le jeune intimidateur est au courant qu'il y a des adultes à l'école qui sont à l'affût de la situation, donc à ce moment-là, la majorité du temps, ça s'arrête là. On va expliquer que la deuxième étape, ça va être de communiquer avec les parents. Et la troisième étape, c'est d'appeler la SQ qui va venir... donc, on va passer à une étape différente, là, qui va être la SQ, qui va beaucoup plus gérer ça par la suite, puis qui va expliquer les conséquences au niveau judiciaire. Mais ça ne veut pas dire qu'une dénonciation va nécessairement passer par les 3 étapes. Ça va dépendre de la gravité. Ça se peut que la gravité va nous amener tout de suite à l'étape numéro 3 d'appeler la SQ. Si je donne comme exemple... de la cyberintimidation. Il y a quelqu'un qui a publié des photos compromettantes ou un discours qui vient porter atteinte à la réputation d'une personne. C'est clair que là, c'est la justice qui va régler ça. Ça ne va pas être la première rencontre d'avertissement ou la deuxième rencontre d'avertissement. Alors, un jeune qui vit de l'intimidation, au niveau des policiers, on va lui demander ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, qui a dit quoi. Donc, si un jeune qui vivrait de l'intimidation pourrait commencer à noter, à savoir ce qui s'est dit ou ce qui a été posté comme photo, par exemple. Alors, à quelle date, à quelle heure, et si on sait qui a livré ce message-là. À ce moment-là, on va pouvoir voir si, au début, ça arrivait une fois par mois, puis maintenant, c'est quotidien ou c'est plusieurs fois par jour. Lorsqu'un individu, un jeune, décide de porter plainte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rencontrer. Vraiment, on va écouter son histoire, ce qu'il vit, regarder avec lui qu'est-ce qui s'est passé, les éléments de preuve qu'il va avoir. Est-ce qu'il y a des conversations qu'il peut nous montrer? Qu'est-ce qu'il a vécu exactement? Fait que le jeune va nous relater son histoire, son vécu, puis on va regarder avec lui quelles sont les références qu'on peut faire, comment on peut l'aider, puis on va regarder si, dans ce qu'on a comme élément, il y a ce qu'il faut pour porter une plainte puis amener le dossier devant le procureur. Mais en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec le jeune ou la jeune ce qu'il veut, lui. Est-ce que ce jeune-là veut que la situation cesse, carrément, c'est son besoin, ou vraiment d'aller vers la justice et puis qu'on est devant les tribunaux. Mais ça va toujours dépendre des éléments qu'on va avoir dans le dossier puis de la gravité des gestes qui vont être reprochés envers la personne qui fait l'intimidation. Donc, quand j'étais victime d'intimidation, je n'étais pas consciente à ce moment-là que j'étais victime d'un acte criminel. Pour vrai, je le savais vraiment pas. Je dirais que si je l'aurais su, probablement que ça aurait changé ma perception au moment des faits, puis que ça m'aurait peut-être plus poussée à dénoncer les actes dont j'étais victime. Bon, aujourd'hui, je suis contente que ma tentative n'allait pas fonctionner puis d'être encore là, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais manquées, puis que dans le fond, ce que je vivais, c'était temporaire. Aujourd'hui, je considère que malgré la mort de mon frère, j'ai quand même une belle vie, là, puis que je vis une belle relation amoureuse. J'ai du monde autour de moi qui m'aime, qui me supporte.
la mort de mon frère. Le suicide de mon frère m'a brutalement fait réaliser ce que mes proches auraient vécu si, pour moi, ça aurait fonctionné. Je me rends compte à quel point j'aurais à quel point les gens de mon entourage ils auraient souffert, comment ils se seraient sentis. Juste au funérailles de mon frère, voir toutes les personnes qui étaient là pour lui, puis ses amis qui étaient démolis. Alors, au niveau de la prévention, on va être présent dans les écoles pour faire des présentations à des groupes. On sait aussi qu'on a des policiers qui interviennent dans les milieux scolaires au niveau du secondaire et qui sont disponibles. On invite les jeunes à aller les voir pour leur poser des questions, que ce soit pour eux ou pour des amis. Leurs paroles puis les gestes qu'ils peuvent poser sur une personne, ça peut avoir des gros impacts puis des conséquences peut-être plus graves que ce qu'ils peuvent penser. Que ça affecte vraiment une personne, puis ça peut détruire une personne même. Je crois que si tu te reconnais en tant qu'intimidateur, c'est important d'oser aller demander de l'aide parce que il faut pas attendre d'être rendu en avant de la justice pour réagir, pour changer d'attitude ou pour changer d'approche. De se mettre à la place de celui qui se fait intimider, que ça pourrait être lui qui serait victime, le mal de ce que la personne vit. Bien, intimider, ça peut être criminel. Il y a, au niveau du code criminel, il y a des articles qui sont relatifs à l'intimidation, à la cyberintimidation. Donc, c'est bien important de ne pas faire ça parce que les dommages qu'on va faire, ils vont être permanents. On nuit à la réputation d'un autre, mais en étant intimidateur ou cyberintimidateur, on nuit à notre propre réputation à nous autres. Parce que plus tard dans la vie, peut-être que là, aujourd'hui, on trouve ça bien drôle, puis ça nous défoule, mais plus tard dans la vie, il va y avoir des conséquences. Ça peut être des conséquences légales, mais ça peut être des conséquences au niveau de sa recherche d'emploi, de ses amis, de sa future famille, de sa future blonde. On ne le sait pas encore. Pour désamorcer l'intimidation, il faut sortir du silence. Donc, il faut en parler. Et il faut réagir sur le moment, arrêter l'intimidation quand ça arrive. Parce qu'il y a toujours des témoins. Mais les témoins, ils doivent agir aussi. Fait que j'ai aussi un message pour les témoins en plus. Vous êtes témoin, vous ne pouvez pas garder le silence. Vous devez aller dénoncer. Pour celui qui a envie de l'intimidation, je lui dirais de ne pas avoir peur d'en parler. De le crier ou même, de le dénoncer. Pas avoir peur d'en parler, de pas en avoir honte, de ne pas garder ça pour soi-même. C'est la pire chose à faire. D'en parler à quelqu'un de confiance, que ce soit aux parents, à des amis proches. Sinon, ça peut être un psychologue, un travailleur social ou un professeur. Pour les jeunes qui voudraient essayer de s'en sortir par eux-mêmes, même si c'est très important d'en parler à un adulte de confiance, de se confier là-dedans, puis pas de rester dans son problème, parce que souvent, on le voit même pas qu'on a un problème. On pense que c'est nous le problème parce que tout le monde est contre nous. C'est pas le cas. Il faut vraiment se tourner vers les autres, puis aller chercher de l'aide auprès de notre entourage. Mais un jeune qui voudrait, parce qu'une photo compromettante a été déposée ou un message a été mis en ligne, puis le jeune voudrait le retirer, moi, je les inviterais à aller voir le www.aidez-moi-s'il-vous-plaît.ca, qui est un site du Centre canadien de protection de l'enfance. Et là, on a des outils pour les adolescents qui voudraient connaître étape par étape quoi faire pour s'aider, commencer à s'en sortir. Si tu te fais intimider, faut que tu saches que tu vaux bien plus que ce que les autres peuvent te laisser croire. Puis que si tu viendrais à penser que le suicide est la seule option qui te reste pour mettre fin à ta souffrance, crois-moi, c'est loin d'être une option. Puis faut pas que tu aies peur d'aller rechercher les ressources nécessaires parce que il va toujours avoir quelqu'un pour t'aider puis à trouver la solution. En dénonçant ce que tu subis, c'est pas juste toi que tu aides, mais aussi les autres qui peuvent être victimes des mêmes intimidateurs que toi. Fait que t'aides les autres en même temps en dénonçant tes propres intimidateurs.
Il faut pas avoir à endurer ça. Je pense c'est de quoi qu'on n'oublie pas complètement, là, mais on finit par s'en sortir.